Bonjour à tous et bienvenue dans Combat Futur, le podcast de son commandement. Voici Karel Čapek, l'inventeur du terme robot dépassé, et Isaac Asimov et ses lois oubliées par la nouvelle réalité des conflictualités. Le robot est là et même au combat. La France a son projet en la matière, il se nomme Vulcain. Pour nous en parler, le colonel Casanova. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Vous êtes officier correspondant d'état-major en charge du domaine robotique. Allez, commençons, n'ayons pas peur. Ça date de quand déjà ce projet Vulcain ? Ce projet Vulcain, l'armée de terre l'a lancé en 2021. Évidemment, l'armée de terre avait commencé la robotique bien avant. La première expérience robotique, on l'avait avec les sapeurs du génie, les plus exposés, qui allaient déminer sur les routes, qui allaient chercher donc des engins explosifs improvisés, mission périlleuse. Et l'armée de terre avait choisi d'aller chercher des robots pour remplacer l'homme au plus près du danger. Donc depuis à peu près une vingtaine d'années, on était dans la robotique. Et en 2021, on a pris un virage, voyant les drones arriver, voyant la robotique progresser. L'armée de terre a décidé d'y aller franchement. Et donc, on a créé à ce moment-là une section exploratoire robotique dédiée. On a lancé un challenge, COOMA, coopération homme-machine. Et depuis, nous progressons avec l'écosystème robotique, les opérationnels qui en ont besoin, les industriels, la délégation générale d'alarmement pour développer toutes les briques technologiques dont nous avons besoin. Et nous progressons jusqu'à aujourd'hui. Si je ne me trompe, lors de l'opération Barkhane, il y a eu de la robotique assez avancée. Oui, en effet. L'armée de terre a projeté un robot pour le tester en opération réelle à Barkhane. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait. À Barkhane aussi, nos alliés estoniens ont projeté leur propre robot pour voir le comportement de ces machines dans des espaces extrêmes, en particulier en termes de température. C'est là qu'on a vu l'effet de ces conditions climatiques sur notamment tous nos systèmes de batterie. Et on a compris qu'il fallait des systèmes dédiés aux armées pour être opérationnels en tout lieu, en tout temps. Alors, on parle de robots au combat, et là, on a ces images de films de science-fiction, etc. Robots, armée, égale capacité létale ? Alors, robot, je dirais plutôt avec une charge utile. Et il se trouve effectivement que dans les charges utiles qu'on met sur ces robots, sur ces systèmes de mobilité, il y en a un en particulier qui pose problème, c'est l'armement. Quand vous mettez un armement sur un robot, que vous l'envoyez loin d'un soldat, le soldat qui normalement est juste derrière l'arme, le soldat qui normalement vise avec cette arme, vous vous retrouvez à déléguer une partie de cette capacité à cibler un ennemi et à ouvrir le feu et potentiellement à tuer. Vous le déléguez à une machine. Donc cette délégation extraordinaire dont on n'a pas l'habitude, il s'agit pour l'armée de terre de tester le concept, de réfléchir non seulement en interne armée de terre, mais avec l'ensemble des forces terre, air, mer, sur comment est-ce qu'on gère cette létalité. Cette capacité-là, elle dépasse même la France. Du coup, il y a des réflexions, notamment en termes de droit international humanitaire. Et à Genève, il y a des discussions, la France est présente, pour étudier ces questions et réglementer ce qui, sinon, deviendrait un réel danger pour l'humanité. Donc c'est une réflexion éthique et juridique. On est sur effectivement une réflexion juridique parce que la France a signé des textes et qu'il s'agit de continuer à les appliquer, malgré cette automatisation poussée de nos systèmes d'armes. Et on est aussi sur une réflexion éthique parce que l'éthique est au cœur du métier de soldat. Le soldat a un droit exorbitant du droit commun, celui de tuer sur ordre. Et cette capacité-là, en fait, on se demande comment est-ce que je la délègue à la machine. Comment est-ce que je peux garantir que la machine va obéir à mes ordres, qu'elle a un cadre dans lequel elle évolue, que quand je lui ai donné l'ordre de tirer, la cible qu'elle a traitée est bien celle que j'ai choisie. Ce problème, il s'est déjà posé par le passé, en particulier avec les mines. Quand un soldat pose une mine et la laisse sur le champ de bataille, il sait que ce système va se déclencher et tuer. Le fait de déléguer cette capacité-là, cette volonté-là de tuer un adversaire, c'est toute une réflexion qui date depuis plus d'un siècle. Alors, est-ce que c'est cela qu'on appelle l'autonomie de la machine ? Le terme d'autonomie est très vaste.
Et là, quand on parle d'autonomie de la machine dans notre discussion, il ne s'agit pas de l'autonomie de ma voiture. L'autonomie de ma voiture, c'est son endurance. Là, on parle vraiment de la capacité de la machine, qu'a la machine de réagir à son environnement et par rapport à ce qu'elle perçoit de son environnement, poursuivre sa mission, la mission que le soldat lui a donnée. Cette automatisation, puisqu'on lui a donné des règles, donc elle n'est pas autonome, elle ne va pas définir elle-même ses lois, elle va appliquer des règles qu'on lui a données. Cette automatisation, elle peut être au niveau zéro, c'est-à-dire que la machine ne fait rien. Dans ce cas-là, la moindre panne, le moindre cas non conforme, c'est au conducteur ou à l'opérateur de corriger le tir. Et cette automatisation, elle peut monter jusqu'à un niveau, aujourd'hui dans le civil, qu'on qualifie de niveau 5. C'est typiquement la voiture dans laquelle vous pouvez lire votre journal, manger votre repas et ne même plus regarder la route. Parce que le véhicule va gérer tous les cas non conformes, y compris les plus critiques en cas d'accident. Et revenons à cette capacité létale. Comment en France imagine-t-on justement de l'armement sur une machine autonome en partie? On parle souvent de 12-7 minimum. Il faut qu'il y ait une force, une puissance particulière. La létalité, le système d'armes en fait, utilisé par un soldat, c'est son moyen de tuer. Si c'est son moyen d'agression, l'ennemi va vouloir le neutraliser en premier. Ça sera sa priorité au contact, au combat. C'est la priorité d'un ennemi, c'est de taper l'arme la plus forte du groupe de combat adverse. Cette arme la plus forte, c'est une arme d'appui en général. Si elle est portée par un robot, elle peut dépasser ce que porte aujourd'hui une équipe d'appui. Donc en général, c'est un binôme, l'un armé d'une mitrailleuse, l'autre portant des munitions et aidant le tireur à se positionner correctement. Cet armement, il y a aujourd'hui des menaces auxquelles il faut faire face qui nécessitent d'augmenter le calibre de l'armement. D'où le terme de 12-7. Une 12-7 aujourd'hui, 70 kg, ça ne peut pas être porté par un homme. Une 12-7 aujourd'hui, si vous séparez le canon du reste de l'arme, en fait, vous avez toute une phase de réglage pour rassembler les deux composants. Ça, vous ne pouvez pas le faire en situation de combat. On ne peut pas perdre ce temps-là. Le robot, lui, à partir d'un certain tonnage, va pouvoir emporter ce type d'armement. Donc d'une part, rapidité de mise en place de l'armement létal. D'autre part, augmentation du calibre de cet armement létal. Et enfin, déport de l'armement par rapport à l'opérateur. Un robot, quand il est éloigné de son opérateur, il va prendre un coup. Parce que c'est l'armement le plus dimensionnant du groupe qui est en train de combattre. Donc l'ennemi va le traiter en priorité. Si l'opérateur n'est pas avec l'armement, il pourra se prémunir de la grenade lancée ou du tir effectué sur l'armement collectif, l'armement principal du groupe. C'est là l'enjeu de déporter l'armement, donc de la robotisation, de cette robotisation-là, c'est de préserver l'opérateur, qui pourra continuer de combattre plus longtemps. Alors on a compris que ce robot, il a besoin d'être maniable. Comment étudiez-vous ça? Quelle est votre vision d'un robot qui bouge? J'aurais tendance à dire que le robot, finalement, c'est un chien aux ordres de son maître. Le défaut de cette comparaison, c'est que si je parle de chien, je vais parler de quadrupède, et qu'en fait le quadrupède, quand on regarde ses dimensions, ne porte pas si lourd. Donc c'est un chien, mais à roue avec un canon de 30 mm. Une fois que j'ai dit ça, on voit les dimensions de l'objet. C'est quelque chose qui fait plus d'une tonne, c'est certain, mais qui est capable d'accompagner le soldat sur le champ de bataille en milieu déstructuré. Milieu déstructuré, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin, pas de route, la carte n'est pas forcément à jour, il y a des arbres, des souches, de la rocaille, énormément d'objets qui, pour nous, bipèdes, ne posent pas vraiment de problème, mais qui en posent pour des robots qui ne perçoivent pas l'environnement de la même façon que nous. Et ce robot, portant sa charge utile, que ce soit une arme ou autre chose, doit se positionner de façon optimale sur le champ de bataille, de façon à délivrer le maximum d'effets.
C'est là-dessus que nous travaillons avec les industriels et la DGA. Alors le robot, on l'a vu, doit être maniable, mais comment est-ce qu'on fait pour l'amener sur le terrain? Est-ce qu'on l'aérolargue? Est-ce qu'on l'attelle? Comment on l'amène? Aujourd'hui, la troupe a déjà un système qui lui permet d'arriver sur le terrain. Donc en général, c'est du véhicule. Pour être en masse, c'est du véhicule à roues. Un groupe de combat, aujourd'hui, il est dans un Griffon. Donc un véhicule de 25 tonnes, 6 roues, armement de bord. Il va jusqu'à la zone de dépose du groupe. Le groupe débarque, s'infiltre, va se mettre en position pour faire sa mission, fait son combat, revient. Ce Griffon, derrière lui, aujourd'hui, il n'a pas de remorque. Le plus simple pour amener un robot sur un champ de bataille, c'est de mettre le robot en remorque. Donc dans toute cette phase de déploiement, le robot doit pouvoir se comporter comme une remorque. Et comme c'est un robot, il peut se détacher tout seul. Sur autorisation de l'opérateur qui est dans le Griffon, il autorise le robot à se décrocher seul. Le robot, éventuellement, peut faire le tour du véhicule pour vérifier qu'il n'y a pas de danger au débarquement de la troupe. La troupe débarque, les opérateurs, la troupe, va faire son combat avec le robot. Donc, on peut imaginer que le robot est totalement intégré au programme Scorpion. C'est exactement ce que l'armée de terre imagine aujourd'hui. C'est un robot qui est intégré à ce programme. Pourquoi? Parce que ce programme, il est totalement structurant pour les forces terrestres. Et il faut que, quel que soit l'objet que je rajoute au programme Scorpion, il puisse s'y intégrer. Aujourd'hui, la solution qui est trouvée, c'est cet attelage avec le Griffon. Le Griffon pouvant éventuellement recueillir, par exemple, un serveur qui permettrait de mettre à jour les données sur le robot. Mais le Griffon qui pourrait aussi accueillir du drone. Parce que si j'ai parlé de robot, j'ai aussi besoin de drones pour avoir la vision d'au-dessus, d'avoir d'autres moyens de mobilité, d'atteindre mon ennemi. Je dis Griffon, ça peut être Serval aussi. Parce que dans la gamme Scorpion, j'ai le Griffon, j'ai le Serval, et le Serval va embarquer d'autres troupes qui produisent d'autres effets, mais dans ces effets, je peux avoir besoin de robots et de drones. Pour le segment aérolargable, il est intéressant d'étudier aussi la troupe aérolarguée, qui est en fait un peu dépourvue de moyens. Si on peut lui envoyer un robot de classe 3 tonnes, ça changera vraiment sa façon de combattre, parce qu'elle va gagner en calibre. Mais il faut que ce robot-là, qu'on a aérolargué, soit aussi agile qu'aujourd'hui une troupe parachutiste. Le principe même du parachutiste, c'est de pouvoir évoluer rapidement dans le terrain, se fondre dans le terrain et ensuite mener sa mission. Il faut que le robot dédié aux parachutistes ait cette capacité-là. Il n'est pas certain, les études sont en cours, il n'est pas certain que les deux types de robots, celui qui va derrière le Griffon ou le Serval et celui qui sera aérolargué, soient le même. Idéalement, il le faudrait. En termes de masse, il est plus facile de produire un seul robot que d'en produire plusieurs. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais derrière le robot, il y a un homme, il y a un opérateur souvent, et il a une charge lourde mentale, ce qu'on appelle la charge cognitive. Comment vous avez imaginé ça pour que bien l'opérateur soit quand même libéré d'un certain nombre de fonctions, mais que son cerveau ne soit pas complètement pris par le robot qui est son esclave presque? Le terme esclave est tout à fait approprié. C'est-à-dire que l'opérateur a la responsabilité de ce que fait le robot ou le drone. Et la problématique rencontrée aujourd'hui, c'est que l'autonomie de la machine n'est aujourd'hui pas suffisante pour décharger cognitivement son opérateur. Alors que paradoxalement, l'opérateur étant en arrière du système, il est préservé, davantage préservé de la menace. Donc, les travaux que nous menons aujourd'hui, c'est d'améliorer cette interface homme-machine, déjà pour simplifier
l'appréhension des informations qui reviennent des systèmes automatisés, que ce soit drone ou robot. Donc une interface standard par exemple, que quand on change de drone, l'interface de vol, de pilotage soit à peu près la même. Mais aussi qu'on augmente l'autonomie du drone. En préparation de mission, on ne part jamais en mission sans la préparer. En préparation de mission, on peut déjà mettre un plan de vol dans un drone. On lui met des points de navigation, on sait comment on va dérouler la mission, on lui donne des instructions de coordination, on peut donner à ces systèmes automatisés, dans la mesure où ils sont capables de les accepter, des conduites à tenir, dans tous les cas non conformes qu'on peut imaginer. C'est en fait exactement le même système de préparation de mission et de gestion de la mission qu'avec des soldats. On sait qu'il y a des cas non conformes, mais on délègue aux soldats, jusqu'au soldat de pointe, celui qui est vraiment face à l'ennemi, on lui délègue une autonomie dans un cadre espace-temps. Il sait les conduites à adopter dans tous les cas qu'on pourrait rencontrer sur un champ de bataille. Alors l'homme a sa charge cognitive. Le robot, c'est une consommation en énergie. Comment avez-vous pensé la chose ? Alors, en fait, entre un homme et un robot, il ne vous aura pas échappé qu'on a une petite différence de nature de l'énergie embarquée. Et que je ne nourrirai ni les robots ni les drones avec des rations de combat. Le raisonnement sur l'énergie est très lié au système de déploiement que nous évoquions plus tôt. L'énergie doit être la même que celle de Scorpion. L'énergie doit être celle du Griffon. Et l'autonomie énergétique, l'endurance du système, doit se rapprocher au maximum de celle, par exemple, du Griffon, du système Scorpion. Pourquoi ? Parce que quand on donne une mission à des hommes, on leur donne des moyens qui durent le temps de la mission. Si jamais il y a une incohérence entre les différents moyens, l'homme sera empêché de mener à bien sa mission correctement. Il sera ralenti, freiné. Et ce dont l'armée de terre a besoin, c'est d'aller le plus vite possible pour gagner de vitesse l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez principalement dans les forces terrestres des drones, quelques milliers. Ces drones, ils sont électriques. Comment les recharge-t-on ? Dites-moi. Eh bien, aujourd'hui, je suis obligé de rajouter des systèmes de production d'énergie électrique dans toutes les forces terrestres. Donc, derrière, aux environs du Griffon, aux environs des troupes et des drones, il faut un générateur électrique. Ce générateur électrique, il doit pouvoir fonctionner à la même énergie que le Griffon. Bon, il se trouve qu'un générateur électrique du monde civil, ça fonctionne au gasoil. Mais il se trouve que, en fait, avec la politique du carburant unique, je n'ai plus de gasoil dans les armées. Ce sont des réflexions qui sont en cours, qui sont prises en compte. On sait très bien qu'il y a un défi énergétique. Maintenant, dans le système, l'apport majeur du robot, c'est que ce robot peut embarquer des systèmes de production d'énergie assez lourds. Donc on peut très bien avoir une génératrice fonctionnant sur le même carburant que le Griffon ou le Serval, qui elle-même charge des batteries ou donne de l'énergie à des drones, qui eux sont toutes électriques. Les batteries du robot lui permettent, quant à lui, de faire des infiltrations silencieuses. Vous avez déjà le cas sur des véhicules civils, des petits véhicules civils citadins. Dans certaines phases de démarrage, notamment au feu, le moteur électrique fait tout le travail et il n'y a aucun bruit généré. Donc l'armée de terre veut tirer avantage de ces technologies-là qui existent en fait. Et ce concept de robot qui alimente des drones, c'est ce que cherche à développer l'armée de terre. Parce qu'avec ce système, on aura une décharge de l'opérateur humain. L'opérateur humain, idéalement, ne doit pas se préoccuper de ses problèmes d'énergie. Quand il part pour 24 heures, il fait le plein d'énergie pour 24 heures, et une fois que ce plein est fait, que la mission a démarré, il ne se préoccupe plus de l'énergie. Et en automatique, le robot, le drone, doit pouvoir rendre compte des problèmes énergétiques qu'il rencontrerait. Une fois ces problèmes énergétiques connus, ce compte rendu fait,
ce que nous cherchons à développer, c'est aussi un système logistique d'information qui va pouvoir faire remonter toutes les demandes, mettre à jour toutes les données logistiques liées à la robotique et ainsi décharger au maximum l'homme. Des rangs complètement automatiques, une capacité à aller du coup en autonome plus loin, en autonomie énergétique, notamment dans le segment logistique. Les convois autonomes qui vont apparaître dans le civil, l'armée de terre a tout intérêt à en bénéficier. Parce que cette technologie civile est transposable quasi à l'identique dans le monde militaire. Alors l'énergie, c'est réglé. Un robot, c'est bien. 2 robots, c'est mieux. Les seins de robots, c'est l'avenir? Aujourd'hui, le seul essaim que je connaisse, c'est une troupe humaine. C'est-à-dire un ensemble d'individus capables de comprendre la manœuvre d'ensemble, de s'y adapter et de s'y placer le mieux possible pour produire le meilleur effet possible. Par anthropomorphisme, si j'applique le raisonnement aux drones et aux robots, il faudrait que ces drones et ces robots communiquent de la même façon, fonctionnent de la même façon. Comment est-ce qu'une troupe obtient un bon fonctionnement en essaim? Une troupe obtient ce fonctionnement par l'entraînement. À force de répéter des cas conformes, à force de se préparer à des cas non conformes, les réflexes viennent et l'homme s'adapte, adapte son fonctionnement de groupe de façon à gérer n'importe quelle situation sur champ de bataille. Il s'agit pour les essaims d'avoir aujourd'hui le même raisonnement avec des lois simples de comportement des machines les unes par rapport aux autres, par exemple attraction, répulsion, de façon à garder une cohésion d'ensemble de l'essaim, mais aussi via la simulation de pouvoir tester des scénarios, notamment des cas non conformes, et d'entraîner ainsi la partie autonomie, donc une certaine intelligence artificielle en fait, d'entraîner cette intelligence à travailler dans les cas que l'homme aura définis, donc de faire des préparations de mission en simulation, en répétant tous les cas connus. Avec la simulation pour les machines, on a une possibilité d'accélérer le temps, donc d'augmenter les cycles de répétition, donc de répéter plus vite que l'homme les situations et donc de faire monter en puissance très rapidement un essaim sur un thème donné, sur un scénario donné. D'autant plus que si dans la simulation, on réussit à mettre la cartographie de la future mission, une fois l'essaim déployé, en fait, il connaît déjà son terrain, il sait déjà comment réagir, quelle que soit la situation. Allez, on va jouer. Robot terrestre contre drone aérien. Qui gagne? Aujourd'hui, je dirais que le drone aérien a l'avantage sur le robot terrestre. Aujourd'hui, le robot terrestre, il est limité par sa mobilité, parce que aujourd'hui, les capteurs du commerce ont du mal à faire la distinction entre un mur et un brin d'herbe. Donc entre un champ non fauché, qui en fait est franchissable par un robot, et un mur, le capteur voit un obstacle, et donc ne sachant pas s'il est franchissable ou pas, par défaut, en général, il prend le cas où il est non franchissable, donc il s'arrête, il contourne. Ce défi de mobilité terrestre, le drone aérien l'a levé depuis longtemps. Aujourd'hui, donc, la messe est dite. Dans le futur, il s'agira davantage d'avoir une complémentarité entre drone et robot. Pourquoi? Parce que le milieu aérien ne permet pas de porter lourd par défaut. Or, dans les forces terrestres, la masse compte énormément. La masse, elle sert à durer dans le temps, elle sert à remporter le rapport de force localement, elle sert à inonder le champ de bataille. Cette masse du robot, elle a l'avantage que j'ai décrit précédemment sur l'emport d'armement lourd, par exemple. Le drone est incapable d'emporter un armement lourd. La complémentarité, elle, intéresse le combat aéroterrestre, parce que la vue des airs complète
très utilement la vue au ras du sol. Avec une vue des airs, on peut tirer sur une cible qu'on ne voit pas depuis le sol. Typiquement, un drone en observation peut aller chercher un ennemi à 3 km et un robot à terre peut tirer un missile qui, guidé grâce à ce drone, va pouvoir toucher la cible alors qu'elle est hors vue, cachée par un mouvement de terrain, donc une colline, des arbres. Cette complémentarité, elle est en fait indispensable au robot. Et c'est réciproque. Le drone, sans effecteur lourd, ne sert pas à grand chose dans un combat. Il va donner une information, mais il ne va pas donner une solution. Tant que je n'ai pas d'effet sur l'ennemi, je n'ai pas remporté mon combat. Alors pour terminer, peut-on dire que les décisions sont prises en matière de robotique de guerre et que nous verrons ces machines sur le terrain très bientôt? La question étant fermée, je vais l'ouvrir un petit peu. La décision politique, oui, elle est prise. Elle est prise depuis 2023 avec l'inscription en loi de programmation militaire de l'effort prioritaire drones et robots. Elle est prise aussi pour poursuivre l'exploration dans l'effort prioritaire innovation. Ces drones et robots, c'est écrit dans la loi, doivent permettre de préserver l'homme dans les conflits futurs qui seront plus abrasifs. Dans la mise en œuvre, les décisions, elles sont prises au fur et à mesure que la technologie progresse et que les solutions industrielles sont trouvées. Pour les drones, c'est fait. Les drones équipent aujourd'hui toutes les forces terrestres, avec des fonctionnalités différentes les unes des autres. Des munitions téléopérées ont fait leur apparition récemment dans les forces terrestres. Ces munitions volantes, très précises, qu'on voit aussi dans le conflit russo-ukrainien, ces munitions volantes, elles vont donner de nouvelles capacités. La grenade n'est plus lancée. La grenade va précisément sur sa cible aujourd'hui grâce à ces munitions volantes. Dans le domaine robotique, le choix de l'armée de terre s'est porté en 2023 sur la robotique armée, qui est en milieu déstructuré la robotique la plus exigeante, puisqu'elle doit à la fois vaincre le défi de la mobilité terrestre, dans la partie où l'ennemi a fait exprès de compliquer le terrain, et elle doit gérer la partie létalité dont nous parlions. Ces deux éléments nous permettront, au fur et à mesure des progrès techniques, de diversifier. Un programme est en cours pour le robot d'investigation du génie. Un système qui va permettre à nouveau aux sapeurs du génie d'aller déminer localement, d'aller chercher localement des engins explosifs et de préserver le sapeur. Le programme, l'appel d'offres Droïd de la DGA vise à développer des briques technologiques qui nous permettront d'avoir des robots dans les unités des forces terrestres. Et l'ambition de l'armée de terre, c'est qu'en 2040, nous ayons robotisé les forces terrestres. Que l'homme sache qu'avec lui, il a des robots fiables qui vont l'aider à combattre et à survivre à ce champ de bataille qui est de plus en plus dangereux. Merci colonel Casanova par vos explications de nous avoir permis de forger notre compréhension d'une robotique du champ de bataille. C'était Combat Futur, en chair, en os, et ce qui nous reste de cerveau, servons-nous-en bien, on en a bien besoin.